Très bien, les amis. Bon lundi à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end de vacances. Pour ma part, oui. Nous avons baptisé le petit Roman. C'était l'anniversaire de mon mari et aussi celui de l'Amérique. Donc, c'était juste un super week-end en famille, plein de joie. Bref, nous sommes officiellement dans un monde à l'envers. J'espère donc que vous regardez ceci la tête en bas parce que les gens sont scandalisés, car tout comme Didi, Epstein n'a rien fait. Il n'a rien fait. L'affaire Epstein est officiellement close, mes amis. En fait, il n'avait même pas de liste de clients qu'il utilisait pour faire du chantage. C'est assez hilarant, objectivement hilarant. C'est ce que je pense que notre gouvernement est devenu. On va en parler. Et puis, Tucker Carlson recommence. Il a de gros ennuis avec les médias traditionnels et les maîtres de la censure parce qu'il a osé interviewer le président de l'Iran. Je veux dire, si on risque peut-être d'aller en guerre, on devrait peut-être parler à l'autre camp, voir ce qui se passe. Et tout le monde sait que la propagande ne fonctionne que si les Américains n'entendent qu'un seul côté de l'histoire. Donc, il est vraiment en train de gâcher ça pour l'État profond en ce moment. Tout ça et bien plus encore à venir dans Candice. Week-end merveilleux. Nous avons baptisé le petit Roman. Très excitant. Et c'était aussi le jour de l'anniversaire de mon mari. On avait plein de membres de la famille et d'amis à la maison pour fêter ça. Et en plus de ça, d'ailleurs, on a passé un super 4 juillet. On est allé voir des feux d'artifice. C'est juste que, je ne sais pas, j'adore. Je pense que en tant que fête, le 4 juillet est vraiment au-dessus du lot. Bref, il y a beaucoup de choses à reprendre qui ne sont pas vraiment familiales et il faut qu'on commence par Jeffrey Epstein. Et je suis désolée de sourire en parlant de ça. C'est juste que ça devient tellement ridicule. On a l'impression que les gens mauvais se moquent maintenant ouvertement de nous. Et il s'est passé tellement de choses. Et j'ai l'impression qu'une grande partie de tout ça, qui s'est passé en 2007 et 2008, n'est pas vraiment connu du grand public. Parce qu'on est passé par une phase où la gauche et la droite se détestaient tellement bien trop pour voir le tableau d'ensemble qui se dessinait au centre. Donc, je vais tout ralentir pour vous afin que vous puissiez vraiment apprécier à quel point cette histoire est absurde. Tout d'abord, et c'est ma partie préférée de l'histoire de Jeffrey Epstein, c'est qu'il est un homme devenu milliardaire. Et la chose la plus étrange à propos de son statut de milliardaire, c'est que personne ne sait comment il est devenu milliardaire. Oui, ils ne peuvent pas nous l'expliquer. C'est vraiment ma partie préférée de toute l'histoire. C'est comme l'a mentionné Chris, mon monteur, plus tôt. Tu ne paies pas 8 centimes d'impôts et ils te diront, voilà, mes amis. Ah, tu as privé le gouvernement de ces 8 centimes. Mais Jeffrey Epstein, on ne sait pas d'où viennent ces milliards de dollars. L'histoire réelle commence en fait avec un homme nommé Donald Barr. Donald Barr. Et si vous écoutez ça en ce moment et que vous vous dites « Candace, ce nom de famille me dit étrangement quelque chose », eh bien, c'est parce qu'il est en fait le père de Bill Barr. Bill Barr, qui a travaillé pour la CIA, puis est devenu le procureur général des États-Unis sous George H.W. Bush, puis à nouveau sous le premier mandat de Donald Trump. Oui, ce Bill Barr-là. Son père, c'était Donald Barr. Et son père était en réalité un personnage assez intéressant, je dois vous le dire, car il a publié ce livre. En 1973, un livre de science-fiction, je veux être clair, c'est une fiction, et il s'intitulait Space Relations. Et ce livre totalement fictif racontait l'histoire d'une planète dirigée par des oligarques qui pratiquent l'esclavage sexuel d'enfants. Waouh, c'est vraiment bizarre. Selon Wikipédia, on peut lire, je cite, « Il a été noté que l'intrigue du roman anticipe les crimes d'Epstein et de sa complice, Ghislaine Maxwell. » Et plus intéressant encore, soit dit en passant, cette planète qui se livre à ce trafic sexuel d'enfants, est connue sous le nom de Quasars. Permettez-moi de vous l'épeler. K-O-S-S-A-R. À ne pas confondre avec Caesar, mais j'ai tout de même décidé de me pencher sur le mot Kossar, K-O-S-S-A-R, et il s'avère que, vous savez, c'est en fait un nom de famille originaire de la région slave d'Europe de l'Est. Mais ne vous laissez pas piéger ici. Bon, bref. Dans ce complot intergalactique, il y a un groupe de personnes qui sont des extrémistes politiques, des extrémistes, et ils sont gouvernés par des oligarques.
Et ils installent cette colonie au milieu de nulle part parce qu'ils sont des extrémistes politiques. Et en fait, il est écrit sur Wikipédia qu'ils s'ennuient parce qu'ils ont tellement de pouvoir, un pouvoir absolu. Ils ne sont jamais inquiétés pour quoi que ce soit. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ces cossards. Et ils s'ennuient de leur pouvoir. Et ils ont un ambassadeur qui les aide à être réintégrés dans l'empire plus large. Parce que l'empire plus large n'accepte en réalité pas leur société esclavagiste. Ils ne leur permettent pas d'enlever des êtres humains et de les vendre. C'est tellement étrange, non? Histoire très intéressante que Barr racontait, c'est une histoire totalement fictive qu'il racontait. Weiss a en fait lu le livre écrit par une journaliste nommée Becky Ferreira et elle décrit le roman comme extrêmement dérangeant en raison de sa représentation du viol de personnes réduites en esclavage, en particulier des adolescentes, ainsi que d'autres actes sexuels coercitifs. Les actes sexuels décrits sont réalisés, je cite, à des fins à la fois de divertissement et de procréation contrôlée. Et elle considère que le roman sexualise les mineurs et fétichise le viol. Ça paraît vraiment bizarre. Mais Barr, Papa Barr, a écrit ce livre. Je dois encore vous dire quelque chose à son sujet parce que c'est assez intéressant. Parce que cela finit par ressembler beaucoup à ce dont Jeffrey Epstein était accusé et ce qui se passait réellement, ce qu'il faisait en réalité. Au moment où son livre a été publié, encore plus intéressant, Donnie Barr était le directeur d'une école. Wow, pouvez-vous imaginer envoyer votre enfant dans cette école? Et ensuite, ce type publie un livre sur l'exploitation sexuelle des enfants. Bref, il était le directeur d'une école appelée la Dalton School à New York. Et pendant qu'il était directeur, un jeune Jeffrey Epstein a été choisi pour devenir professeur de mathématiques dans cette école. Au fait, Jeffrey Epstein n'avait que 21 ans à l'époque. Donnie Barr est le directeur. Jeffrey Epstein devient professeur de mathématiques et je dois vous expliquer pourquoi c'est étrange. Tout d'abord, parce que Jeffrey Epstein n'avait qu'un diplôme de fin d'études secondaires. Il n'avait aucune certification d'enseignement. Il avait abandonné ce programme de mathématiques à NYU. Pourtant, sous la direction de Donald Barr, alors qu'il écrit ce livre à côté, Jeffrey Epstein est sorti de l'anonymat pour enseigner dans l'une des écoles les plus prestigieuses de Manhattan. Tellement prestigieuse, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, les frais de scolarité s'élèvent à 65 000 $ par an. Au fait, je devrais vous dire que Barr lui-même était un peu controversé. Il a d'ailleurs effectué plusieurs recrutements peu conventionnels dans cette école pendant son mandat. Et peu de temps après que Jeffrey ait été embauché comme enseignant, il a dû démissionner au milieu d'une certaine controverse. Je ne vais pas m'engouffrer dans ce terrier de lapin pour vous, mais oui, c'est un personnage intéressant. Et cela ne va probablement pas vous surprendre, mais pendant qu'Epstein était enseignant là-bas, il a eu des comportements inappropriés avec les jeunes étudiantes. Il assistait à des fêtes avec elles en ont parlé plus tard. Bref, cet Epstein, incompétent ou du moins sous-qualifié et qui n'avait qu'un diplôme de fin d'études secondaires, obtient ensuite comme par magie un emploi dans la finance. Encore une fois, aucune qualification. Il est simplement devenu ami, d'une manière ou d'une autre, avec le PDG de Bear Stearns. Donc, en 1976, il rejoint cette entreprise à un poste subalterne, assistant junior d'un trader, parce qu'encore une fois, il n'a aucune qualification. Donc, il se contente d'assister, même pas en tant qu'assistant de direction, mais comme assistant junior d'un trader. Mais, comme par magie, vous n'allez pas me croire. Seulement 4 ans plus tard, cet assistant junior, Jeffrey Epstein, est devenu associé de l'entreprise. Je ne plaisante pas. Il a été nommé associé de l'entreprise à l'âge de 27 ans, sans aucune expérience en finance. Ça me fait penser à Emmanuel Macron. On dirait qu'une personne plus puissante me fait simplement grimper les échelons et qu'on me laisse faire ça pour une raison quelconque. Je ne sais pas. C'est juste le ressenti que j'ai ici. Ça me semble très familier. Bref, juste 1 an plus tard, il a en fait dû quitter cette entreprise, même s'il venait tout juste de devenir associé parce qu'il a été reconnu coupable d'une infraction à la SEC. Donc, il a participé à un peu de fraude, a dû démissionner très rapidement. Mais tout va bien parce qu'ensuite, il a simplement créé sa propre société de conseil. Parce qu'évidemment, il est super qualifié pour faire ça, pour commencer à conseiller des milliardaires et des gouvernements, parce que c'est ce qu'il a fait. Il fonde une société du genre Epstein & Co. à l'âge de 28 ans et il commence à conseiller des gouvernements et des clients extrêmement riches.
Certains de ses clients, d'ailleurs, avaient détourné des fonds appartenant à d'autres personnes. Je vais vous donner juste un exemple. Ce type, Stephen Hoffenberg, a engagé Epstein en 1987 comme consultant pour sa société Towers Financial Corporation. Et alors que Jeffrey Epstein travaillait comme consultant pour Towers Financial Corporation, cette dernière a participé par hasard à la plus grande escroquerie de type Ponzi jamais enregistrée jusqu'à l'arrivée de Bernie Madoff quelques années plus tard. Zut alors, une fois de plus, Epstein s'est retrouvé mêlé à une petite affaire de fraude. Cela n'a pas dissuadé les autres élites, les autres millionnaires et milliardaires, de continuer à travailler avec lui. Non, ils ont continué à embaucher ce type, et sa collaboration de conseil la plus importante a débuté avec Leslie Wexner. Maintenant, si ce nom principal vous semble familier, il a été allégué qu'Epstein a gagné des millions parce qu'il gérait les affaires de Leslie Wexner. Des millions. On est loin des milliards, mais Leslie, vous pourriez reconnaître Wexner car il est le propriétaire de nombreux magasins de détail. Abercrombie & Fitch, Victoria's Secret, je pense que c'est probablement celui pour lequel il est le plus connu. Lane Bryant, simplement les marques L en général. Leslie, pour une raison ou une autre, il a simplement estimé que Jeffrey Epstein devait se voir confier le contrôle de tout. Procuration, prendre les décisions d'embauche, de licenciement. Il a vraiment donné du pouvoir à ce Jeffrey Epstein. Et pour une raison quelconque, alors qu'Epstein avait ce pouvoir, lorsque des cadres de l'entreprise venaient dire « Hey, ce Jeffrey Epstein est un peu louche », il se fait passer pour un recruteur de mannequins pour Victoria's Secret. Et il obtient l'accès à ces femmes. Cela a été complètement ignoré. Bien sûr, nous savons ce qui s'est passé ensuite. Epstein, ou durant cette période, organise des fêtes pour l'élite de l'élite. Tout le monde qui compte est évidemment présent à une soirée de Jeffrey Epstein. C'est l'homme à connaître, avec à ses côtés son acolyte, Ghislaine Maxwell. Nous parlerons brièvement d'elle dans un instant. Avançons jusqu'en 2006, mauvaise année pour notre cher Epstein. Mauvaise année. Au début de l'année 2006, Epstein a en fait été inculpé en Floride pour plusieurs chefs d'accusation d'attouchement et d'activités sexuelles illégales avec un mineur. Pour être clair, le FBI a pu confirmer les faits pour 34 mineurs. Ils ont pu confirmer que leur récit avait été corroboré, qu'ils avaient été abusés par lui. Ce nombre a ensuite été porté à 40 au moment où il a signé cet accord de plaidoyer vraiment intéressant. D'accord. Et pour vous donner une idée de ce qu'il faisait, les détails de l'enquête incluaient des allégations selon lesquelles des triplés de 12 ans avaient été amenés en avion depuis la France. La France, endroit intéressant. Pour l'anniversaire d'Epstein, puis renvoyé en avion le lendemain après avoir été abusé sexuellement par lui, il a été allégué que les jeunes filles étaient recrutées du Brésil, de pays d'Amérique du Sud, d'anciens pays soviétiques, d'Europe et qu'un certain Jean-Luc Brunel, qui dirigeait l'agence de mannequins financée par Epstein, connue sous le nom de MC2, fournissait ces jeunes filles à Epstein. Maintenant, Jean-Luc Brunel, encore une fois, on ne va pas s'égarer ici, c'est un Français. Beaucoup de choses vont croiser l'affaire Epstein, les Français et tout ce que nous avons découvert sur Emmanuel Macron. Mais nous ne pouvons pas parler à Jean-Luc aujourd'hui parce que vous n'allez pas le croire, les gars. Jean-Luc a été arrêté. Et lorsqu'il était en cellule, il s'est suicidé en se pendant. Ouais. Donc c'est encore une impasse. Il s'est suicidé malheureusement. Bref, étrangement, Jeffrey Epstein, malgré toute sa culpabilité, il a bénéficié d'un accord incroyable, pris la main dans le sac. Et pourtant, Alexander Acosta, qui était alors le procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride, lui a infligé une peine très légère. Et l'accord était incroyable. Tout d'abord, l'accord accordait l'immunité à tous ses complices potentiels. Donc, c'est comme s'ils enquêtaient sur les fédéraux. Ils se disent, OK, ce type a quelque chose à voir là-dedans, tous ces gens-là. Oh, tout le monde est impliqué. On va tout simplement accorder l'immunité à ces personnes. Les procureurs ont également accepté de garder secret l'accord qu'ils avaient conclu avec Jeffrey Epstein vis-à-vis de ses victimes, afin que celles-ci ne puissent pas le contester devant la justice. Alors, elles reçoivent juste un coup de fil. Elles apprennent que Jeffrey Epstein, oui, on s'est déjà occupé de ça. Il a en fait signé ce qu'on appelle un accord de non-poursuite avec les procureurs fédéraux. Au final, il a plaidé coupable pour un seul chef d'accusation de sollicitation de prostitution et un chef de recrutement de mineurs à des fins de prostitution.
Et ce qu'ils lui ont donné, c'est une peine de 13 mois de prison dans le comté. Et je tiens à préciser que lorsqu'il a été condamné à cela, il était autorisé à sortir pour aller travailler à son bureau et pour se promener. En fait, cette partie est tellement incroyable que je veux que vous la lisiez directement sur la page Wikipédia, parce que je ne pourrais même pas lui rendre justice maintenant. Wikipédia ne fait que rapporter. Vous pouvez aller vérifier ces faits vous-même. Cela vient du Washington Post, d'autres sources, mais voici ce qu'on peut lire. Alors que la plupart des délinquants sexuels condamnés en Floride sont envoyés dans des prisons d'État, Epstein a été logé dans une aile privée du centre de détention du comté de Palm Beach. C'est le bureau du shérif pour que ce soit bien clair pour vous. Il était simplement logé dans une aile privée du bureau du shérif. Et selon le bureau du shérif, il a été autorisé pendant 3 mois et demi à quitter la prison en libération conditionnelle pour le travail jusqu'à 12 heures par jour. 6 jours par semaine. Donc, 6 jours par semaine, jeudi compris, Jeffrey Epstein était autorisé à sortir. Et lorsqu'il était effectivement dans sa cellule privée, la porte restait ouverte. La porte de la cellule d'Epstein était laissée déverrouillée et il avait accès à la salle des avocats où une télévision avait été installée pour lui. Permettez-moi d'être clair. Donc, non seulement il était autorisé à quitter sa chambre quand il le voulait, mais il pouvait aussi quitter le bureau du shérif pendant 12 heures par jour, y compris un jour du week-end. Parce que c'est 6 jours par semaine. Ils ont également fait l'effort d'installer une télévision pour lui dans la salle des avocats. Même les avocats n'avaient pas ce privilège, mais ils en ont installé une pour lui. D'accord, très bien. C'était avant qu'ils ne le transfèrent dans leur infirmerie auparavant non surveillée. Maintenant, si vous vous demandez ce que le bureau du shérif a obtenu, Jeffrey Epstein, juste avant de se rendre, a créé cette organisation à but non lucratif. Et depuis cette organisation à but non lucratif, alors qu'il était en prison, il a versé 128 000 $ au bureau du shérif. Et cela correspondait à des services supplémentaires qu'il lui avait fournis pendant sa libération conditionnelle pour travail. Et quels étaient ces services supplémentaires, c'est-à-dire ont-ils fourni à Jeffrey Epstein pendant sa libération conditionnelle pour travail? Eh bien, il voulait s'assurer que son bureau, situé hors du campus, soit surveillé par des adjoints autorisés et que leurs heures supplémentaires soient payées par Epstein. Et il a veillé à ce que ses adjoints qui l'accompagnaient au travail portent des costumes et qu'ils enregistrent ses invités à la réception. Donc les shérifs, pendant qu'il allait travailler, l'accompagnaient. Il les payait pour leurs heures supplémentaires. Ils voulaient qu'ils portent des costumes et ils étaient responsables de l'enregistrement de ses invités. Tout cela alors qu'il était en prison en train de purger sa peine. D'accord? Plus tard, le bureau du shérif a déclaré que les registres des visiteurs avaient été détruits. Donc, de toute façon, nous ne savons pas qui il faisait entrer. Epstein a purgé presque 13 mois, si on peut appeler ça purger, avant d'être libéré en 2009 pour une année de probation en résidence surveillée. Maintenant, je veux être clair. La résidence surveillée pour Jeffrey Epstein, c'était un peu différent, d'accord? Pendant sa probation, il était autorisé à faire de nombreux voyages parce qu'il n'a pas qu'une seule maison, vous voyez. Il avait donc le droit de prendre son jet d'affaires pour se rendre dans ses résidences à Manhattan, aux États-Unis. Il vierge. Il était aussi, parce que vous pouvez imaginer qu'il ne faisait pas beaucoup d'exercices dans ses maisons, autorisé à faire de longues séances de shopping et des promenades partout dans Palm Beach. Pour, soi-disant, faire de l'exercice. En fait, je pense vraiment qu'il avait probablement une salle de sport dans toutes ses maisons, mais l'idée, c'est qu'il voulait faire de l'exercice au grand air, donc il avait besoin de ces longues promenades à travers Palm Beach. Epstein était également autorisé à utiliser son propre chauffeur pour le conduire entre la prison, son bureau et d'autres rendez-vous. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi, mais pourquoi diable Alex Acosta aurait-il accepté cela? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi laisseriez-vous cet homme, coupable comme pas deux, diriger en gros un bureau du shérif pendant quelques mois puis faire ce qu'il veut par la suite? Eh bien, Alex Acosta a subi beaucoup de pression lorsque Trump l'a nommé secrétaire au travail. Et il a déclaré des années plus tard aux journalistes que cela ne dépendait pas de lui. Il a déclaré, je cite, « On m'a dit qu'Epstein appartenait au service de renseignement et qu'il fallait laisser tomber et qu'Epstein était au-dessus de mes compétences. » Excusez-moi, au-dessus de la limite de rémunération. Le procureur général du district sud de la Floride? Qui paie exactement Epstein?
Quelle colonie de Khazars, comment les appelons-nous, pourrait être si puissante, presque blasée par son pouvoir, si l'on revient à ce livre de l'espace, blasée par son pouvoir, qu'elle permettrait que cela se produise et aurait la certitude, saurait pertinemment que même si elle se fait prendre, peu importe. Je veux dire, il faudrait être tellement puissant et tellement extrémiste politiquement, comme le suggère ce livre, que tu pourrais, je ne sais pas, couler l'USS Liberty, peut-être abattre un président en exercice en plein jour pendant que tu y es, et avoir quand même des politiciens qui te qualifient d'amis et d'alliés. Bref, ne nous égarons pas. Il y a d'autres faits intéressants à propos de Jeffrey Epstein. Premièrement, il avait un faux passeport fonctionnel. C'est incroyable. Il avait un passeport autrichien avec un nom complètement faux, qui indiquait qu'il résidait en Arabie Saoudite, et ça fonctionnait. Donc oui, c'était évidemment un agent fédéral. Il était très haut placé dans l'État profond, et il utilisait ce passeport pour entrer dans des pays tout au long des années 1980. Il était très jeune dans les années 1980, les gars, y compris au Royaume-Uni, en Espagne, en Arabie Saoudite. Il avait aussi un intérêt très marqué pour l'art, d'accord? Et vous avez probablement déjà vu ça. Il avait cette œuvre d'art représentant Bill Clinton en la robe de Monica Lewinsky au-dessus de son bureau. Et c'est intéressant en soi parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le président Clinton a été victime de chantage. Il a été victime de chantage par Israël parce qu'il voulait conclure cet accord avec l'autorité palestinienne et faisait aussi pression sur lui pour qu'il libère l'un de leurs agents, Jonathan Pillard. Maintenant, Jonathan Pillard, pour vous donner un peu de contexte, était un autre agent d'Israël. Il était en fait analyste à la CIA, qui a été reconnu coupable et a passé 30 ans en prison pour avoir espionné au profit d'Israël. Donc, il travaillait pour les États-Unis. Le gouvernement, mais il espionnait pour le compte d'Israël. Bref, cela selon le Times of Israel. Voyons ce qui s'est passé. Netanyahou aurait proposé des enregistrements de Lewinsky en échange de Pollard. D'accord, il est écrit dans cet article qu'Israël a tenté d'utiliser des enregistrements de l'ancien président américain. Les conversations torrides du président Bill Clinton avec la stagiaire Monica Lewinsky pour faire pression en faveur de la libération de Jonathan Pollard. C'est du moins ce qu'affirmait le livre consacré à la famille Clinton. Le livre s'intitule Clinton Inc. Et le sous-titre est « La reconstruction audacieuse d'une machine politique ». Et l'auteur, Daniel Halper, s'appuie sur des entretiens enregistrés avec d'anciens responsables ainsi que sur une analyse approfondie de documents appelés, entre guillemets, les monocophiles. Et il raconte l'histoire de l'une des familles politiques les plus en vue des États-Unis, à savoir les Clinton, selon l'auteur. Les documents indiquent que lors des négociations de la plantation E, donc il s'agissait de discussions qui se sont tenues sur la plantation E dans le Maryland, d'accord, entre Israël et l'autorité palestinienne. Et Bill Clinton était au cœur de tout cela parce que, vous savez, il y a toujours du drame à cet endroit-là en 1998 et Netanyahou n'obtenait pas ce qu'il voulait. Alors, le premier ministre Benjamin Netanyahou, notre cher ami et allié, a pris Bill Clinton à part et il a d'abord insisté pour la libération de Jonathan Pollard. Ceci provient directement d'un article du Times of Israel. Je vais lire cette citation. Les Israéliens présents à Wye River avaient une nouvelle tactique pour leurs négociations. Ils avaient surpris Clinton et Monica et ils avaient l'enregistrement sur bande. Ne voulant pas menacer directement le puissant président américain, un allié crucial d'Israël, on a dit à Clinton que le gouvernement israélien avait jeté les bandes. Mais le simple fait de les mentionner suffisait à constituer une forme de chantage. Halper a écrit, ajoutant que, je cite, « Selon des informations fournies par une source de la CIA, un Clinton bouleversé semblait céder. » Notre ami et allié recommence, les gars. Oui, il recommence. Qu'est-ce que vous... Et je voulais juste te prévenir, j'ai des enregistrements de toi avec Monica Lewinsky, mais je vais les jeter. Je vais les jeter. Oh, je ne sais pas. Pourquoi as-tu des enregistrements de ce qui s'est passé à la Maison-Blanche? Qu'est-ce qui se passe? Devrait-on poser des questions? Non, on ne devrait pas poser de questions. On ne devrait jamais simplement poser des questions. Bref, oui, évidemment, le monde entier sait que Jeffrey Epstein était leur agent. Il travaillait pour eux, évidemment. D'accord?
de l'implication de Ghislaine Maxwell et de son père avec le Mossad et de qui a assisté à ses funérailles. Leslie Wexner regarde tout ce à quoi il fait des dons. Je veux dire, il travaille essentiellement, tu sais, pour Israël. C'est comme un fait connu. Mais vous, je veux que vous restiez calme. Tout va bien. Parce que maintenant, le département de la justice a déclaré que Jeffrey Epstein, il n'avait pas de liste. La fille n'a pas de nom. Voilà. Le DOJ, le FBI conclut qu'Epstein n'avait pas de liste de clients et qu'il est mort par suicide. Rien à voir ici. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés à cette conclusion. Ils n'avaient aucune preuve que le délinquant sexuel condamné et financier déchu, ou même l'appelé ainsi, je ne sais même pas comment il est encore autorisé à être qualifié de financier, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il faisait chanter des personnalités puissantes, qu'il tenait une liste de clients ou qu'il avait été assassiné, selon le mémo. Et maintenant, si vous vous demandez, n'avons-nous pas vu lorsque le FBI a perquisitionné sa maison, qu'il y avait une photo et qu'il avait toutes ses cassettes? Ça fait beaucoup de choses. Oui, voici une autre photo. On dirait juste qu'il en avait peut-être beaucoup. Mais non, les gars, ce n'est pas ça. Il n'y a rien qui indique quoi que ce soit. Rien du tout. Et oui, il publie aussi certaines versions brutes et améliorées des images de la prison de Manhattan où Epstein était détenu la nuit de sa mort. Et ils disent que la vidéo confirme les conclusions du médecin légiste selon lesquelles Epstein est mort par suicide. Et les images sont hilarantes. C'est juste une image du genre « Voyez, personne ne marche vers sa cellule. » Je veux dire « Ah, OK, la voilà, les gars. » Je suppose que ça veut dire que puisque personne n'est entré dans la cellule par ici, il est totalement impossible que quelqu'un soit entré par un autre chemin. C'est totalement impossible qu'autre chose se soit produite parce que, regardez, on vous montre les images, les amis. C'est fini. Détournez le regard. Je veux dire, maintenant la nation qui s'en souciait tant. À propos de Jonathan Pollard, qu'ils ont fait chanter Clinton pour le récupérer, pour essayer de le récupérer. Et quand cela a échoué, ils ont quand même réussi d'ailleurs à obtenir Jonathan Pollard. Il a reçu une grâce en 2021. Incroyable, coupable. Il a pleinement reconnu sa culpabilité. Israël a reconnu qu'il avait reçu une grâce en 2021 de la part du président Trump. Je ne plaisante pas. Ils ont dit que cela contribuerait grandement à apaiser, vous savez, les tensions entre Israël et l'Amérique. Et donc, même s'il était déjà sorti de prison, ils estimaient qu'il fallait franchir cette étape supplémentaire, c'est-à-dire effacer complètement son casier. Et le président Trump l'a fait en 2021. Et dès qu'il a obtenu sa grâce, Jonathan Pollard a pris l'avion pour Israël où il a été accueilli sur le tarmac par le président Netanyahou. Super! Visage souriant. En tout cas, c'est possible. On dirait que je ne crois rien de tout ça. Et je ne veux pas que vous partiez en adoptant mon attitude. Je peux être cynique. Je suis un adepte des théories du complot. J'ai lu ce que la presse dit sur moi. Donc, avant tout, je vous rappelle que c'est un peu étrange à entendre. Simplement parce que Pam Bondi a clairement dit sur Fox News en février que la liste des clients était sur son bureau. Je veux dire, je vais vous laisser regarder l'extrait de ce qu'elle a dit sur Fox News. Écoutez bien. Le ministère de la Justice pourrait publier la liste des clients de Jeffrey Epstein. Cela va-t-il vraiment se produire? Il est actuellement sur mon bureau pour que je le relise. Il s'agit d'une directive du président Trump. Je suis en train d'examiner cela. Je suis en train d'examiner les dossiers de JFK et de MLK. Tout cela est en cours de révision car cela a été fait sur directive du président de la part de toutes ces agences. Alors, avez-vous vu quelque chose? Vous avez dit « Oh mon Dieu ». Pas encore. D'accord. Eh bien, nous reviendrons vers vous. Alina Habba est allée chez Piers Morgan en février et a dit qu'ils avaient des registres de vol, des informations et des noms. Écoutez plutôt. Dans ce cas, dans l'affaire Epstein, c'est incroyablement troublant. Nous avons des registres de vol. Nous avons des informations, des noms qui vont sortir. Est-ce que ça va être choquant? Je ne vois pas comment ce ne serait pas choquant qu'il y ait eu autant de personnes qui ont été cachées et gardées secrètes, sans jamais avoir été tenues responsables. Parlons maintenant de l'inverse. Je crois en la responsabilité. Donc, il faut maintenant que vous suiviez votre procédure.
Maintenant, je ne dirai pas qu'ils sont coupables tant qu'ils n'auront pas eu leur procès. Mais encore une fois, il est temps maintenant d'exiger des comptes. Nous avons vu pendant tant d'années Pierce dans ce pays de nombreuses enquêtes, convocations, témoignages devant le Congrès, etc., etc. Mais il y a une frustration générale concernant la responsabilité. On va à moitié au bout des choses, on ne va pas jusqu'au bout. Et je crois vraiment que maintenant, avec Cash et Pam, il y aura de la responsabilité. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon petit outil des hommes en noir, mon petit outil des hommes en noir, et effacer ta mémoire très rapidement. Elle n'a rien dit de tout cela. Cool. Passons maintenant en revue le discours de Caroline Leavitt lors du point de presse à la Maison-Blanche plus tôt dans la journée. Écoutez. Le ministère de la Justice et le FBI ont conclu qu'il n'existait pas de liste de clients de Jeffrey Epstein. Que répondez-vous aux partisans MAGA qui veulent que toute personne impliquée dans les crimes présumés d'Epstein soit tenue responsable? Cette administration souhaite que toute personne ayant commis un crime soit tenue responsable. Et je dirais que cette administration a fait plus pour mettre les criminels derrière les barreaux que, certainement, l'administration précédente. Et l'administration Trump s'engage en faveur de la vérité et de la transparence. C'est pourquoi le procureur général et le directeur du FBI se sont engagés, sur instruction du président, à effectuer un examen exhaustif de tous les dossiers liés au crime de Jeffrey Epstein et à sa mort. Et ils ont publié une note à la conclusion de cet examen. Il y avait du matériel qu'ils n'ont pas rendu public car, franchement, il était extrêmement explicite et contenait de la pornographie infantile, ce qui n'est évidemment pas approprié pour le public. Mais ils se sont engagés à mener une enquête approfondie, c'est ce qu'ils ont fait, et ils en ont communiqué les résultats. C'est ça la transparence. Je vais m'en tenir à ça, Caroline. D'accord, donc le FBI examine les circonstances entourant la mort de Jeffrey Epstein. Selon le rapport, cet examen systématique n'a révélé aucune liste de clients compromettants. Alors, qu'est-il advenu de la liste de clients d'Epstein que la procureure générale disait avoir sur son bureau? Je pense que si vous regardez ce qu'a dit la procureure générale lors de cette interview sur votre chaîne Fox News... Allez-y, John Roberts a dit « Le ministère de la Justice pourrait publier la liste des clients d'Epstein. Est-ce que cela va arriver ?» Elle a répondu « Elle est sur mon bureau. Je dois l'examiner. » Oui, elle parlait de l'ensemble de tous les documents, de tous les papiers en lien avec les crimes de Jeffrey Epstein. C'est à cela que faisait référence la procureure générale. Et je la laisserai s'exprimer à ce sujet. Voilà, vous l'avez entendu. Ça, c'est de la transparence. C'est de la transparence. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous attendez de plus du gouvernement. Pensez-vous qu'il se moque de nous? J'ai l'impression qu'il se moque de nous. On est clairement dans un monde de clowns. Je ne suis pas un grand fan d'Elon Musk parce que je pense qu'il joue un rôle dans, vous savez, le futur système d'IA qui contrôlera les affaires mondiales. Mais il a vraiment visé juste avec ce tweet de même clown. Je dois le reconnaître. Nous allons publier la liste Epstein. Nous avons juste besoin de plus de temps. La liste Epstein est sur mon bureau. Il n'y a pas de liste Epstein. C'est arrivé, genre, juste sous nos yeux. Et écoutez, si j'écrivais un roman fantastique sur des célébrités qui s'en sortent toujours, je ne sais pas. Genre, je le ferais et ils s'ennuient de leur pouvoir. Ce serait peut-être le fil conducteur de l'intrigue, mais le livre a été écrit avant l'intrigue. C'est presque comme si tout était planifié, puis ils s'ennuient, ils se disent que ce serait drôle de juste le mettre dans un livre. Genre, mettons juste dans un livre ce qu'on fait. Haha, rions au nez de tout le monde. C'est l'impression que ça donne. Assez curieusement, pourtant, j'ai été contactée par quelqu'un, une certaine personne. Ceux d'entre vous qui ont aimé ma série sur Brigitte, Xavier Poussard a travaillé assez assidûment ces dernières années, non seulement sur l'histoire de Brigitte Macron et de ce cercle étrange qui existe en France, mais aussi cette enquête l'a menée à Jeffrey Epstein. Parce que Jeffrey Epstein, comme Ghislaine Maxwell, elle était aussi française, Assad, et l'enquête sur Brigitte l'a menée à Jeffrey Epstein et il m'a dit « Candace, voudrais-tu faire une série sur Epstein ?» Il m'a posé cette question il y a environ 2 mois. Et ce que j'ai entendu, c'était « Tu veux mourir? Tu veux mourir? » Parce que c'est un peu ça, enfin, je veux dire, tu veux t'amuser avec cette colonie d'Écossairs, la fausse fictive qui n'existe absolument pas. Tu veux jouer à un jeu, ce genre de choses? Et je me dis que ce serait peut-être intéressant d'entendre ce que Xavier Poussard a à dire. Je pense qu'on doit faire équipe. Et il m'a dit « Tu dois comprendre que c'est plus grand que ça. » Et même le Mossad et la CIA, c'est un jeu qui se joue depuis très longtemps. Écoute, c'est ce que dit Xavier.
Il a mentionné des noms intéressants. Et peut-être que là où notre gouvernement, avec toutes ses ressources, échoue, ce sont les gens, les vrais journalistes. C'est-à-dire que si tu es un vrai journaliste, les médias traditionnels te détestent parce qu'ils travaillent pour l'État, non? Ils font partie du club. Nous, on n'en fait pas partie. Xavier Poussard est plutôt détesté. Je veux dire, il a dû partir pour sauver sa vie. C'est intéressant. Il n'a même pas le droit de vivre en France et moi, je ne mettrai pas un pied sur ce sol. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera à nous de jouer. Que puis-je dire, les gars? Restez à l'écoute. On passe la parole à quelques sponsors avant de parler de Tucker Carlson. Rappelez-vous, vous êtes censé détester Tucker Carlson depuis la semaine dernière. Je vous rappelle Goldco car vous m'avez déjà entendu le dire. Nous vivons une époque très imprévisible. L'économie est fragile. L'inflation augmente. Et le dollar ne vaut plus autant qu'avant. C'est pourquoi les Américains se tournent vers l'or. L'or est réel, tangible et il a conservé sa valeur pendant des milliers d'années. Contrairement à la bourse ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens prennent de mauvaises décisions, ce qui, soyons honnêtes, arrive tout le temps de nos jours. Goldco aide de nombreuses personnes comme vous et moi. Leurs experts sont prêts à intervenir à tout moment. Je leur fais confiance pour protéger votre retraite avec des métaux précieux. Inquiets pour l'inflation, dépenses publiques ou envie de sérénité, Goldco aide. Voici comment. Visitez CandicElikesGold.com et recevez votre kit gratuit or et argent 2025 et découvrez leur offre de bonus illimité en argent. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir aujourd'hui. Rendez-vous sur CandicElikesGold.com. N'oubliez pas, c'est CandicElikesGold.com. Je suis également ravie de vous parler de C15, proposé par Fatty15, le premier acide gras essentiel émergent découvert depuis plus de 90 ans. C'est une avancée scientifique incroyable pour soutenir notre santé à long terme, notre bien-être et un vieillissement sain. Sur la base de plus de 100 études, nous savons maintenant que le C15 renforce les cellules et est un nutriment clé pour un vieillissement sain, aidant à ralentir le vieillissement biologique cellulaire. Si nos cellules manquent de C15, elles deviennent fragiles et nous vieillissons vite. Heureusement, Fatty15 répare les dommages cellulaires liés à l'âge, protège les cellules contre de futures dégradations et active des voies dans le corps qui aident à réguler le sommeil, la santé cognitive et les mécanismes naturels de réparation. Fatty15 est un complément pur de C15 breveté et soutenu par la science, sans arôme, allergène ni conservateur et convient aux véganes. Fatty15 offre 3 fois plus de bénéfices cellulaires que les oméga-3 ou l'huile de poisson. Présenté dans un pot en verre réutilisable avec couvercle bambou, les recharges sont livrées chez vous. Fatty15 optimise vos niveaux de C15 pour soutenir votre santé et bien-être à long terme, surtout avec l'âge. Profitez de 15% de réduction sur le kit 90 jours sur Fatty15.003/Candice. Utilisez le code Candice au paiement. Encore une fois, Fatty15.com/Candice avec le code promo Candice au moment du paiement. Très bien, les amis. Au fait, le club de lecture va être amusant cette semaine parce qu'on sait ce qui se passe. Je ne sais pas si c'était un roman fantastique. Bref, comment cela se relie à Hollywood? Ces gens ont l'air d'être de sacrés mauvais personnages. C'est beaucoup de pouvoir. Je ne sais pas. Je ne dirai rien de plus. Nous avons dû parler de Tucker. Ouais. Tucker Carlson remet ça. Il énerve beaucoup de gens. Et apparemment, les pasteurs aussi, ainsi que moi. Et il a fait ça. Les journalistes avaient l'habitude de faire ça, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais Tucker fait un truc où il ne semble pas forcément faire confiance aux récits véhiculés par les médias traditionnels. Et il pense qu'il vaut mieux s'adresser directement à la source de leur colère. Et donc, quand ils font « ra-ra-ra », il faut qu'on parte en guerre. Et croyez-moi, nous n'en avons pas fini avec l'Iran. OK, ne soyez pas stupides. Ah, la guerre des 12 jours. MDR, les systèmes de défense israéliens étaient manifestement insuffisants et doivent être renforcés. C'est mon avis. Je maintiens ma position. Bref, Tucker s'est dit que ce serait peut-être le bon moment pour interviewer le président iranien, Massoud Pezeshkian. Et il l'a fait. Il a annoncé cela samedi et étrangement, les membres du lobby sioniste sur X ont immédiatement fait une crise de nerfs. Montrons quelques-uns de ses tweets. Qu'as-tu obtenu? Arsen Ostrovsky écrit « Voilà ce que vaut l'Amérique d'abord. » Pour vous, il semble que ce soit l'Iran en premier. Ouh, quelle réplique cinglante. Je ne sais pas comment il va s'en remettre. Avi Yamini écrit « Tucker, c'est tout sauf l'Amérique d'abord. » D'abord. Oh là là, il ne pourrait pas l'être.
Il pense vraiment qu'il va permettre aux Américains de croire que ce type dit la même chose. L'Amérique d'abord. C'est terminé maintenant. Il ne sait pas que, pour être Amérique d'abord, il faut savoir que les Américains ne peuvent pas réfléchir, qu'ils subissent de la propagande et qu'ils ne devraient pas pouvoir entendre les deux côtés d'un argument. D'ailleurs, je fais toujours ça. J'aime réfléchir à notre politique étrangère à un niveau plus moléculaire. Par exemple, imaginez que vous avez deux enfants qui se disputent et en viennent aux mains. Tu demandes « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais tu dis « Je ne veux pas entendre ce que tu as à dire. Je te fais confiance, dis-moi ce qui s'est passé. » Et on ne va pas écouter cette version. Quoi qu'il arrive, on va avancer, mais on va punir cette personne sans entendre sa version des faits. C'est complètement fou de ne pas écouter l'autre version. Ça ne veut pas dire que l'autre personne te dit la vérité à 100%. Mais nous savons pertinemment que les journalistes américains ne nous disent pas du tout la vérité. Alors, écoutons les deux parties et essayons de, je ne sais pas, réfléchir de manière critique. Voilà mon idée. De toute façon, je vais vous montrer quelques extraits de cette interview qui a fait sensation. La première chose qui m'a paru intéressante, c'est la discussion concernant une fatwa. D'accord. Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai grandi dans les médias sionistes un peu par hasard, simplement parce que je ne connaissais pas grand-chose à propos d'Israël. Et je me disais, pourquoi pas? Pourquoi ne voudrions-nous pas défendre des gens? Pourquoi ne voudrions-nous pas que le peuple juif ait un État? J'étais très superficielle à l'époque et on m'a répété plusieurs fois qu'une fatwa était émise et que, en gros, cela envoyait un message à tous les musulmans. Si vous voyez cette personne, vous devez la tuer. C'est une menace de mort. C'est ça, une fatwa. C'est ce qu'on m'a dit. Écoutez le président iranien. Ensuite, je vais vous montrer la vraie définition d'une fatwa, ce qui m'a surpris. Écoutez bien. Deux ayatollahs iraniens ont émis des fatwas contre Donald Trump. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Et qu'en pensez-vous? À ma connaissance, ils n'ont émis aucun décret ni fatwa contre qui que ce soit, ni contre Donald Trump. Et tout d'abord, cela n'a rien à voir avec le gouvernement iranien ni avec son éminence, le guide suprême de l'Iran. Et ce qu'ils entendaient réellement par fatwa, c'était la contamination d'une insulte à une religion ou à des personnalités religieuses. Et en réalité, il disait que c'est déplorable, que c'est inacceptable. Donc cela ne visait pas le président des États-Unis ni aucun autre individu. Et il peut y avoir des personnes avec leurs propres idées et opinions. Mais je peux vous assurer que le sens de cette fatwa ne doit pas être interprété ou considéré comme une menace contre un individu. D'accord, alors considérez-moi comme ignorant. Comme je l'ai dit, on m'a spécifiquement dit par des personnes pour qui et avec qui je travaillais que cela signifiait essentiellement une menace de mort, qu'une fois qu'ils évoquaient la question de la fatwa, cela voulait dire tuer cette personne. Et voici la définition réelle d'une fatwa. Je viens de chercher sur Google. Il est écrit « une fatwa » est un avis juridique non contraignant en islam émis par un érudit religieux qualifié appelé mufti sur une question spécifique. Elle sert d'interprétation de la loi islamique et fournit des conseils aux musulmans sur divers aspects de la vie, y compris les pratiques religieuses et les dilemmes éthiques. Les fatwas ne sont pas considérés comme des décisions judiciaires ayant force de loi, mais plutôt comme des avis juridiques ou des directives fondées sur les enseignements islamiques. Je voulais juste vous lire cela parce que j'ai été totalement surpris que ce soit ça. On dirait, vous savez, comme quand on est catholique et qu'il s'agit d'une doctrine catholique et que quelqu'un doit fournir une réponse par oui ou par non. C'est ce que ça semble être. Il y a peut-être plus que je ne comprends pas, mais cela m'a un peu pris au dépourvu parce que je réévalue constamment à quel point j'étais incroyablement conditionnée auparavant. Et encore une fois, ce n'est pas une défense de l'Iran, ce n'est pas une défense d'Israël. C'est simplement moi qui me lève pour dire à quel point il est absurde que nos médias nous mentent à répétition. Ensuite, concernant la question de savoir si l'Iran a tenté ou non d'assassiner le président Trump, là, c'est vraiment difficile à croire pour moi. Matthew Crooks ne donnait pas l'impression d'avoir, vous savez, des liens particuliers avec les Iraniens. Et la façon dont cela a disparu de nos médias me fait penser que peut-être quelqu'un d'autre, qui avait beaucoup de pouvoir, aurait pu être impliqué. D'accord. Voici ce qu'il avait à dire concernant d'éventuels complots d'assassinat visant le président Trump. Écoutez bien. L'Iran a-t-il déjà soutenu une tentative d'assassinat contre Donald Trump? C'est en fait ce que Netanyahou essaie d'insinuer et de faire croire à votre peuple ou au président
de votre pays. Mais c'est faux, car Netanyahou, comme je l'ai dit, a son propre agenda. Il veut entraîner les États-Unis dans des guerres sans fin, comme je l'ai dit, et apporter plus d'insécurité, d'instabilité et de troubles dans toute la région. D'accord, vous n'aurez pas de désaccord de ma part sur Netanyahou. Mais je veux être clair, c'est notre ami et allié. C'est notre ami et allié, assurément. Mes politiciens le disent, donc ça doit être vrai. Vous savez, si je devais deviner qui aurait pu figurer sur la liste d'Epstein, ce serait peut-être, vous savez, presque l'ensemble du Congrès. C'est fascinant que les gens attaquent Tucker parce qu'il vous propose une autre version des faits, comme ils l'ont attaqué lorsqu'il s'est entretenu avec Poutine, car cela devrait presque être le rôle des médias s'ils étaient réellement le quatrième pouvoir et s'ils s'intéressaient vraiment à s'assurer que nos gouvernements ne deviennent pas trop corrompus. Ils n'attaqueraient pas les journalistes. Comme je l'ai dit, ce sont les journalistes qui sont attaqués. Si une personne est appréciée par les médias sur Google, ne l'écoutez pas. C'est aussi simple. C'est vraiment aussi simple que ça. Parce que dire la vérité, c'est se rendre soi-même ennemi de l'État. C'est simplement la réalité dans laquelle je vis et que j'accepte. Mais je reste optimiste. Pourquoi est-ce que je souris? Parce que les gens se réveillent, ils commencent à prendre conscience de ces tactiques. Et je comprends. Peut-être que les acteurs principaux s'ennuient parce qu'ils ont eu tellement de pouvoir, qu'ils contrôlent le système éducatif, qu'ils nous lavent le cerveau, qu'ils contrôlent les membres du Congrès, qu'ils se moquent de nous, qu'ils créent des romans fantastiques et qu'ils disparaissent, tout simplement. Je veux dire, tout ça, on dirait qu'ils ont tout bloqué, non? L'assassinat de JFK, les dossiers Epstein, tout semble toujours concerner les affaires où le nom d'Israël est impliqué. Vous savez, c'est simplement la réalité. Et les gens semblent accepter radicalement que nous avons été trompés. Nous avons été complètement trompés. Bien sûr, notre réveil ne viendra pas sans une lutte acharnée, parce que je crois vraiment qu'il aurait pu exister un endroit fondé par des extrémistes politiques, d'après tout ce que j'ai pu rechercher. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce club de lecture, et ça va devenir intéressant. Ils vont être extrêmes dans leur tentative d'empêcher cet éveil, mais nous devons être tout aussi extrêmes dans notre engagement à dire la vérité. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je me lève et que je fais ce que je fais chaque jour. Et c'est pour ça que je suis si heureux. Parce que une fois que tu t'es engagé uniquement envers la vérité et non envers l'argent, alors j'ai l'impression que tu es vraiment libre. Tu es vraiment libre. Et donc, c'est ce que je vais faire. Bref, les amis, avant que je ne lise certains de vos commentaires. Épisode intense aujourd'hui. Je vais vous parler de quelques autres de mes sponsors. Qatar, Iran, je plaisante. Parlons de Pure Talk. Si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous payez trop pour votre forfait mobile, pour des milliers de boutiques où vous n'allez jamais, pour des avantages inutiles dont vous ne profitez pas et une grosse prime pour ce que vous pensez être un service 5G supérieur alors que ce n'est pas le cas. Pure Talk utilise le même réseau 5G et les mêmes antennes. La seule différence, c'est qu'il ne facture pas tous ces extras inutiles. Pure Talk vous offre appels, SMS illimités et beaucoup de données pour seulement 25 $ par mois. C'est moins de la moitié du prix des grands opérateurs, surtout quand faire des économies compte. Je suis client Pure Talk. J'ai fait le changement. Vous pouvez même garder votre téléphone et votre numéro. Allez sur puretalk.com Owens et économisez 50% sur le premier mois. Passez chez Pure Talk en moins de 10 minutes sur puretalk.com/Owens. Pure Talk, un service sans fil par des Américains pour des Américains. Aussi, je vous rappelle toujours American Financing car il se peut que vous puissiez retarder vos 2 prochains paiements hypothécaires. Imaginez mettre ces 2 paiements dans votre poche à la place et enfin respirer un peu. C'est possible si vous appelez American Financing aujourd'hui. Si vous vous sentez à l'étroit à cause des dépenses, courses, essence ou factures, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'Américains mettent ces dépenses sur leur carte de crédit. Et il ne semble pas y avoir d'issue. American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser votre dette. Appelez-les aujourd'hui avant d'avoir du mal à payer, car leurs conseillers hypothécaires aident des propriétaires à restructurer leurs prêts et à consolider leurs dettes sans frais initiaux. Leurs clients économisent en moyenne 800 $ par mois, ce qui équivaut à une augmentation de 10 000 $ par an. C'est rapide, c'est simple, et cela pourrait sauver votre budget cet été. Alors n'attendez plus,
Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, 807 95 12 10. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, j'ai hâte de lire vos commentaires. Au fait, en parlant des membres du club de lecture, c'est demain, retour au club de lecture, on termine Hollywood Babylone. Babylone semble être au centre de beaucoup de tout cela. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que vous pensez être de simples journalistes et écrivains qui sont impliqués dans quelques magouilles. J'ai fait tellement de recherches ces dernières années. C'est incroyable de réaliser que nous vivons dans une sorte de matrice. C'est vraiment le cas. C'est une guerre de l'information. Les mots sont l'arme et il faut se réveiller et en prendre conscience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes réveillé, vous ne pouvez plus vous rendormir. Alors, ils doivent faire face à cela. Ils doivent gérer tout ça. D'accord? Qui avons-nous? Elio écrit « J'imagine que les manifestations dans la rue n'auront pas lieu à moins que ce ne soient de vos enfants qui soient victimes de trafic ou envoyés dans des conflits étrangers ou dans un autre pays. Il y a des démons qui gouvernent vos vies. Impossible de savoir ce qui va suivre. » Oui, c'est tout à fait vrai. Jane Doe écrit « J'aimerais connaître votre avis concernant la lettre des employés de la BBC à propos de leur contenu pro-Israël. De plus en plus de gens s'opposant à la propagande israélienne. En fait, je ne savais pas qu'il y avait des employés de la BBC qui avaient écrit une lettre. Ah, la voici. 100 personnes de la BBC ont rédigé une lettre accusant la chaîne de faire de la communication pour Israël. Des stars comme Myriam Margolyes et Charles Dance ont signé. Oui, je ne suis pas sûre que c'était la BBC, mais j'ai aussi vu qu'il y avait un documentaire. Je pense que c'était bien la BBC, en fait, parce que j'en ai parlé avec mon mari car je voulais comprendre comment fonctionne la BBC, puisque c'est une entreprise publique. Et il m'expliquait qu'il y avait un groupe qui voulait diffuser en avant-première un documentaire sur Gaza. Et en gros, la BBC, ils ont dû aller au tribunal. Ça a été annulé parce qu'ils ont dit que ça ne représentait pas bien les deux côtés du problème, ou du moins c'est comme ça qu'ils évaluent si un documentaire peut être diffusé sur la BBC ou non. Et je tiens à dire aux créateurs de ce contenu que si vous voulez que je mette mon site en avant et que je le promeuve pour que les gens puissent le voir, je le ferai. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils empêcheraient les gens de voir ce qui se passe à Gaza. Et donc, oui, je n'étais pas au courant qu'ils avaient écrit cette lettre. Je ne suis pas du tout surpris. Comme je l'ai dit, la majorité des gens se sont réveillés à ce qui se passe ici. Gurvandeep Singh écrit « Qu'en est-il de la minute de surveillance vidéo manquante ?» Oui, apparemment, et je dois vérifier cette information parce que je l'ai apprise juste avant que nous passions en direct. Mais apparemment, la bande d'Epstein qui montre que personne n'est entré parce qu'on n'a pas vu, comme dans Les Évadés ou Le Comte de Monte Cristo. Il n'y avait vraiment aucun moyen qu'il y ait un tunnel pour sortir d'une cellule ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, le fait est que cette séquence vidéo semble manquer 1 minute. Encore une fois, ils ont dit qu'une partie serait améliorée, mais je ne vois pas pourquoi on améliorerait une vidéo en supprimant 1 minute. Donc, il va falloir qu'on se penche davantage sur la question et peut-être qu'on en reparlera demain quand on aura plus d'informations. Ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement creusé, mais cela a été évoqué sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, je promets de m'engager à enquêter là-dessus. Grooving with Christ écrit « J'adore ce nom, Grooving with Christ. Que Dieu te bénisse toujours. À Jésus par Marie. » Absolument. Continuez à prier, d'ailleurs, parce que ça fonctionne. Black Scorpio écrit « Je suis tellement déçu par Kash Patel, Dan Bongino et Pam Bondi qui avaient tous fait de grandes promesses pour obtenir les dossiers Epstein jusqu'à ce qu'ils soient confirmés dans l'administration et maintenant ils rentrent dans le rang comme tous les autres membres corrompus de l'État profond. Je n'arrive pas à imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Je pense qu'ils vont peut-être juste vous faire asseoir, puis ils font « aha », retournent la situation et disent qu'ils vous surveillent depuis vos 14 ans à l'école Dalton. Vous vous souvenez de cette fête avec votre professeur de maths, M. Epstein? Oui, il y avait des caméras. Nous vous avons vu faire cela. On dirait qu'ils mènent une opération d'infiltration à Harvard. C'est une autre chose que j'ai remarqué. Harvard, Columbia, partout dans le monde. Après les soirées des Grammy, tu as ensuite le lien avec Diddy. Tu veux entrer dans ces clubs. Ils font que ces gens aient l'air cool. Tu veux traîner avec eux comme Epstein. C'est un milliardaire. Personne ne sait pourquoi. Et les gens veulent aller à ces fêtes. Donc, ils ont juste besoin de quelques personnes qui sont absurdement riches, qui ont des caméras partout dans leur propriété.
Pour les membres de mon club de lecture, Tom Ince aurait été la première version de ce genre de personne. Le terme « Peeping Tom » vient en fait de ce réalisateur à Hollywood, Tom Ince, qui avait installé des trous d'espionnage dans son immense manoir où toutes les actrices et tout le monde venaient. Et oui, donc ce genre de choses existe depuis très longtemps. Et c'est un réseau très sophistiqué, donc je fais confiance à l'évaluation de Xavier Boussard, c'est vraiment dingue. Je vais m'arrêter là. Enfin, God's Beloved Daughter écrit « Dès qu'Elon Musk a affirmé que DJT était sur la liste, soudainement, il n'y a plus de liste. » Oui, c'est intéressant. Regarder les gens essayer de retourner la situation va être intéressant. Je ne peux pas le faire. Comme vous le savez, je souffre de cette condition qu'est la sincérité. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire semblant, je dois toujours dire ce que je pense. Et il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je n'ai jamais cru à ça, quoi que ce soit que ce soit. Trump était un client, mais il est très clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon dont Trump agit dès qu'il s'agit de tout ce qui concerne Israël. Je ne me sens pas à l'aise avec ça et vous non plus. Personne ne devrait l'accepter et nous avons le droit de le dénoncer. Rhiannon écrit « Tu es ma source d'information car j'ai l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne d'autre. J'admire ton honnêteté. » Quel est ton avis sur la rupture entre Tulsi et Trump et le projet de loi? Je ne sais pas vraiment où est la vérité. Je ne suis pas sûre non plus de ce qu'est la vérité. Je vais dire ceci. La façon dont Trump a parlé de Tulsi, et je crois qu'on a montré cette image la semaine dernière à propos de l'Iran, si j'avais été à sa place, je n'aurais pas apprécié d'être jeté sous le bus aussi rapidement, sans même une discussion sur le sujet de l'Iran et de savoir s'ils avaient des armes nucléaires ou non. Je n'ai pas trouvé que c'était son meilleur moment. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais, quand tu fais partie d'une équipe, on ne jette pas ses coéquipiers sous le bus de cette façon. Donc, il y aura d'autres révélations. Je n'ai pas d'informations privilégiées à ce sujet. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe personnellement. Je peux essayer de voir ce que je peux découvrir. Et bien sûr, comme vous le savez, je vous tiendrai au courant parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas faire confiance. Et c'est simplement la situation. Bref, je vous rappelle que si vous souhaitez vous inscrire au club de lecture, c'est demain à 18h, heure de l'Est. Et vous devriez y participer car il y a beaucoup à apprendre. Nous n'effleurons même pas la surface avec Epstein. On n'effleure même pas la surface ici, les amis. Et si vous voulez soutenir notre émission parce que nous sommes indépendants, j'apprécierais vraiment que vous alliez simplement sur CandiceOwens.com de toute façon et que vous vous inscriviez. Peu importe si vous achetez une tasse, un sweatshirt ou si vous rejoignez le Candice Owens Club, il y a énormément de contenu auquel vous aurez accès et qui n'est pas disponible ici. Je pense que cela vous plaira beaucoup, en particulier notre série Engagés pour les vaccins. Et oui, j'adorerais que vous souteniez les journalistes indépendants, car nous en avons vraiment besoin. Sinon, on se retrouve demain